Guillaume Chéneau, bonjour. Bonjour. Le premier café de la journée, généralement, c'est autour de 7h30, 7h45 pour les plus paresseux. Mais le dernier café de la journée, est-ce qu'il y a une heure où vraiment, selon vous, dans votre quotidien, après 16h par exemple, c'est terminé, quoi? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais le premier café de la journée, pour moi, commence plus tard parce que je commence toujours avec un thé vert. Le matin, je suis assez fan de thé vert. Avec quelle heure le premier café? Alors, le premier café aux alentours de 10h, et généralement, c'est un café court. Et mon dernier café avec caféine et après le repas. Et puis après, par contre, il n'y a pas de limite pour le décaféiner. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui un buveur de café, de thé blanc aussi, de thé vert, de thé noir peut-être, on va en reparler. Guillaume Chéneau, président de Nespresso en France depuis 1 an, mais vous êtes chez Nespresso depuis 15 ans, et avant de revenir en France il y a 1 an, vous avez beaucoup valdingué, dirait-on. Vous avez voyagé, vous avez été en Australie, vous avez été en Nouvelle-Zélande. Ça vous fait quoi d'en venir en France, là, le débrief en 1 an de vie française? Écoutez, c'est super, j'aime beaucoup, je suis français bien sûr, double nationalité, australien et français, mais je me réjouis de revenir aux racines. Paris, c'est ma ville natale, je suis né à Paris, parti bien jeune de Paris, donc ravi de revenir et de pouvoir redécouvrir le marché français et puis surtout les habitudes de consommation française. Est-ce que c'est votre expérience justement à l'étranger qui vous a permis de revenir ici? Est-ce que cette expérience internationale, est-ce que vos patrons se sont dit, tiens, Guillaume Chéneau, est-ce que c'est pas le moment de le faire revenir au bercail, quoi? Faudra leur demander. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai passé pas mal de temps dans pas mal de marchés différents au sein de Nespresso pendant les 14 ans, avec des habitudes de consommation et des dynamiques de marché différentes. Dans tous les pays, rien à voir. Voilà. Chaque pays, c'est différent. Il y a pas mal de différences de consommation. Vous voyez, en Australie, Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de lait dans le café. En Suède, ce sont des cafés extrêmement longs, extrêmement forts. Au Royaume-Uni, c'est un peu entre les deux. En France, on reste quand même dans des consommations de café assez courtes, même si on se rend compte qu'en France, il y a une évolution assez significative des habitudes de conso. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont chercher des recettes, qui vont chercher ce type de format. Donc on est bien loin quand même du petit noir français classique. Maintenant, la palette est de plus en plus importante. Et de plus en plus créative, voilà. J'ai l'impression. Parce qu'il y a une concurrence incroyable sur le café aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs. Tout le monde, on reparlera de ce petit format de la capsule qui est quand même dans l'univers, que ce soit dans les entreprises ou chez les particuliers. C'est cette machine avec cette capsule en aluminium ou pas, on en reparlera, qui fait le sel des consommateurs de café. Donc beaucoup de concurrence. Beaucoup plus qu'il y a 15 ans d'ailleurs. Beaucoup de concurrents, oui. Vous êtes rentré chez Nespresso. Oui, absolument. Donc il y a beaucoup plus de concurrents, effectivement. Cette catégorie qui est Origin Line, donc la capsule conique Nespresso, effectivement, on était les pionniers il y a bien longtemps à la lancer. Maintenant, la concurrence est venue. Et après, on est réceptif à la concurrence. En fait, ça nous permet vraiment de nous développer, continuer de trouver des plans d'innovation et puis d'essayer de développer à chaque fois des angles de croissance différents. Un très bon exemple. Il y a une veille. Il y a une veille permanente sur ce que font les concurrents, sur le packaging, sur les couleurs, sur les matériaux aussi. J'ai vu que vous aviez lancé au Festival de Cannes une capsule assez particulière, je crois. Absolument. Donc l'une des innovations qu'on est en train de lancer, c'est une capsule compostable à domicile. Donc c'est une collection en papier qui permet effectivement, qui est rétrocompatible avec la totalité des machines, ce qui n'est pas gagné. Donc il y a 3 ans d'innovation, de R&D derrière, plus de 30 prototypes pour arriver à mettre une capsule en papier et 19 barres de pression à extraire la qualité Nespresso. Il a fallu 3 ans pour construire cette capsule, et pas le café qui est à l'intérieur. On parle vraiment de l'emballage. Voilà, l'emballage, absolument. Et donc là, on est obsédé par la qualité chez Nespresso. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Nespresso, mais on a vraiment réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel. L'ambition, c'est pas de remplacer la capsule en aluminium, je tiens à le dire, c'est de donner le choix au consommateur qui est de plus en plus intéressé par tout type de consommation, par l'approche durable aussi, qui permet effectivement, quand on est à Paris, on ne peut pas forcément faire du compostage. On peut recycler des capsules en aluminium, donc c'est donner le choix. Mais à Paris, vous dites, on est sensible à cette thématique de l'écologie, du recyclage, etc. Donc, partout en France, on y est sensible. Vous savez, je pense que même dans le monde entier, on a la volonté, nous en tant que pionniers sur cette catégorie, de continuer notre parcours dans la RSE et dans le développement durable. On le fait depuis une bonne vingtaine d'années, ça fait partie de l'ADN de la marque. On peut recycler toutes les capsules en aluminium et demain on pourra composter si on souhaite effectivement acheter des capsules compostables. Si on souhaite et si on le peut, est-ce que vous diriez que vos clients aujourd'hui
on reparlera de vos clients ensuite, mais est-ce que la sensibilité à ces sujets d'environnement, de transition, etc., est au moins aussi importante que celle de boire du bon café? Le goût, c'est-à-dire que chez Nespresso, on le connaît. Est-ce que maintenant, on sait ce qu'on va trouver dans notre tasse? Mais ce qui entoure le produit, est-ce que c'est devenu un sujet au moins aussi important que le produit? Et je l'espère, parce qu'effectivement, c'est aussi important. Donc la qualité du café, c'est la base. On a créé des capsules en café. Pourquoi? Parce qu'on voulait du café qui n'était pas oxydé, qui était du café frais. On sait que c'est une excellente manière de boire le café parce que c'est un moyen de précision. On ne consomme que la quantité de café et la quantité d'énergie nécessaire. Et on se rend compte finalement que si on compare à une machine broyeur typique, système Nespresso avec la marque Nespresso, c'est un quart de CO2 d'émissions en moins. Donc, on a fait des études très sérieuses qui nous permettent de démontrer ça. Donc, c'est une manière très, très intéressante de consommer le café et qui est durable. Est-ce que c'est une manière aussi de fidéliser les clients? Parce qu'on parlait de la concurrence tout à l'heure. Alors vous avez aussi vous avez aussi une patte, si je puis dire, Nespresso. C'est que vos capsules, votre café, s'achètent chez Nespresso ou sur Internet, évidemment, comme tout le monde. Mais quand on rentre chez Monoprix ou peu importe quelle enseigne de grande distribution, il n'y a pas vos capsules. En revanche, dans ces rayons, il y a des dizaines de marques. Alors, ce business model-là, comment est-ce que vous l'affinez? Comment est-ce que vous le maintenez, finalement? Alors, je répète juste un point important. La qualité, c'est le point de départ pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on a même une clientèle extrêmement fidèle. Et après, on a l'avantage quand même d'avoir une relation directe avec nos clients. Donc, on a un modèle direct to consumer qui est extrêmement intéressant, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un contact à travers nos boutiques, à travers la plateforme digitale, à travers les applications sur le smartphone, etc., d'avoir cette relation et de commercer directement avec la totalité de nos clients en France. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas la grande distribution et on ne souhaite pas y aller aujourd'hui. Par contre, on a ce que beaucoup n'ont pas, une relation directe avec nos clients. Et si vous allez dans une boutique Nespresso aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience de la marque, le vivre avec tous vos sens, vous pouvez déguster les dernières éditions limitées, etc. C'est un avantage concurrentiel qui est bien entendu à prendre en compte et qui nous sert beaucoup. Et généralement, on a davantage la paix aussi quand on va dans une boutique Nespresso, parce que, par définition, on ne vient y acheter que du café, pas des machines ou des accessoires. Il y a beaucoup de choses. Et puis aussi, on est là pour apprendre des choses. Enfin, nous, on n'a pas la perception. On n'a pas envie de dire aux gens quelle est la bonne manière de consommer du café. Par contre, ce qu'on a envie de faire, c'est faire découvrir ce qu'on sait faire, des bonnes qualités, des terroirs, des éditions limitées, et raconter notre histoire. Et on l'espère avoir des clients sur le long terme. Guillaume Chéneau, je l'ai dit au début, donc vous rentrez tout juste, donc il y a un an de l'étranger, vous y étiez depuis des années, vous avez fait plusieurs pays, vous rentrez en France. Les missions qu'on vous a mandatées précisément, les défis qu'on vous a demandé de relever, ce sont lesquels? Peut-être qu'ils avons-nous déjà un peu répondu, mais... Oui, alors écoutez, moi je pense que je travaille dans un business qui a un alignement de valeurs. Pour moi, il y a des missions assez spécifiques en France. Il y a travailler sur la marque. De toute façon, c'est une marque extrêmement importante que les Français aiment. Et on a besoin de continuer ce travail. On parlait de la partie développement durable qui est extrêmement importante, de continuer ce message sur le développement durable. Et on va dire peut-être plus incisif sur ce que fait Nespresso depuis des années, depuis plus de 20 ans dans ce domaine. On a aussi la volonté d'innover, de continuer d'innover. On a parlé de la capsule compostable à domicile, mais c'est pas que ça. C'est le lancement de nouvelles machines tous les ans. On a plusieurs dizaines de cafés qu'on lance tous les ans aussi. Donc toute cette partie innovation est particulièrement importante. Et puis après, il y a l'aspect sociétal. On en parle moins, mais moi j'ai vraiment la volonté aussi de faire grandir mes équipes, d'aller au-delà de ce que Nespresso en France a pu faire d'une manière très très humble. Mais on a des très belles collaborations qui se passent aujourd'hui avec des entreprises comme Café Joyer qui ont été initiées avant mon arrivée et qu'on doit faire perdurer, on l'espère, dans la durée. C'est amusant ce terme de collaboration qui est très à la mode. Tout le monde aujourd'hui fait des collabs. Vous, c'est pas vraiment des collabs, disons que ce sont des associations. Ouais. C'est-à-dire que vous ne créez pas un produit avec une autre marque, avec une durée de vie limitée. Disons, vous vous associez réellement avec des sociétés pour concevoir... On essaie de le faire de cette manière-là, effectivement. Donc, quand on voit le travail qu'on fait avec certains chefs, que ce soit Maurice Sacco, Jean Berg ou autres, généralement, ça s'inscrit dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'on a beaucoup à apprendre de part et d'autre et qu'on essaie d'éviter forcément quelque chose d'extrêmement rapide et qui fait moins de sens pour la marque. Donc que ce soit le Festival de Cannes, on en revient, ça fait 15 ans qu'on est partenaire du Festival de Cannes, on s'inscrit dans la durée, les partnerships qu'on a avec les chefs de la même manière. Donc c'est vraiment la volonté d'aller plus loin dans la relation. On amène ces chefs dans les pays d'origine, donc on les amène en Colombie,
Colombie pour leur faire découvrir ce qu'on fait dans les champs avec les 140 000 caféiculteurs, etc., etc. Donc après, on fait des limited edition, on en fait. On a travaillé avec Pierre Hermé à la fin de l'année, qui était un succès exceptionnel. C'était une limited edition dans un temps vraiment très spécifique, mais on fait aussi beaucoup de partnerships sur le long terme. Guillaume Chéneau, vous m'avez prévenu juste avant le début de l'émission en off qu'effectivement, vu que vous veniez de rentrer en France, il n'était pas impossible d'utiliser des anglicismes. Partnership, excellent exemple, vous plaidez coupable, il n'y a aucun problème. En termes de marque employeur, en termes de recrutement, qu'est-ce que vous cherchez en ce moment Je parlais d'alignement de valeurs. Ouais. On recherche des collaborateurs comme Nespresso qui vont être en ligne avec nos valeurs. On a des valeurs qui sont très centrées sur la partie développement durable, l'élément sociétal et bien entendu la partie innovation. Donc tous ces éléments-là, il y a aussi un sentiment de fluidité, de flexibilité. On n'est plus dans un environnement business qui est extrêmement cristallisé. Maintenant, on est dans un environnement business extrêmement fluide. On a la nécessité de s'adapter. Donc on recherche des profils de personnes aussi qui ont cette capacité, cette volonté aussi, de pouvoir s'adapter et de répondre aux défis de demain. Guillaume Chéneau, il nous reste 1 minute 30 tout pile. Dernier angle, parce que vos clients, ce sont des particuliers, mais ce sont aussi des entreprises. Est-ce qu'avec tout ce dont on parle depuis plusieurs années maintenant, avec la crise sanitaire, le désertement du bureau, le télétravail, etc., est-ce que vous voyez des choses se passer ? Est-ce que les entreprises ont toujours autant besoin de services, de vos services, ou alors est-ce qu'il se pace quelque chose ? La réponse est oui. En fait, effectivement, pendant la crise sanitaire, il y a eu un affaissement tout à fait naturel, puisque les gens sont restés à la maison, que ce soit dans les cafés, dans les restaurants ou bien entendu au bureau. Maintenant, on retrouve une reprise de l'activité quasiment ISO avec 2019. Donc, et puis, il y a surtout cette volonté de travailler avec les entreprises pour faire revenir les gens plus au bureau. Et l'aspect collaboration, on est très loin du bureau avec les portes fermées, etc. Maintenant, c'est de la collaboration, c'est de l'échange, et ça se fait généralement autour d'un café. On est en France. Et donc... Mais ça a toujours été. Donc là-dessus, le monde d'avant est revenu. Oui, mais ça par contre, on a dit 2019 est revenu. Mais on est en train de se dire que les entreprises, en tout cas, ont plus d'intérêt maintenant et le font plus à acheter des cafés de qualité, on va dire, et des moments qualitatifs, plus qualitatifs qu'avant, pour créer de l'intérêt à revenir au bureau et pour créer de la collaboration au bureau. Et là, on a un vrai rôle à jouer pour nous. Donc ça accompagne un sentiment global. C'est ça, on parle d'hospitalité finalement au bureau. C'est une tendance qui se développe et qui est bien entendu très intéressante pour nous. Guillaume Chéneau, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.